Il est midi, l'heure de vous informer, madame, monsieur, bonjour. Débutons ce journal par cette nouvelle en bref. Le test national de fin d'études primaires a vécu, c'est jeudi 5 juin sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Ampché a délégué Thérèse Olenga, ministre provinciale, à faire la ronde dans différentes écoles de la capitale. Question de se rendre compte du bon déroulement du TENAFEP. Merci Mabiala, il reviendra avec force détails. Du Congo, c'est en substance ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Diane Corner, au sortir de l'audience avec les ministres des Affaires étrangères, Raymond Tchibanda. Elle était accompagnée le 4 juin du chef du département britannique d'Afrique australe au ministère des Affaires étrangères, Patricia Amouli. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Diane Corner, a rencontré ce 4 juin le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tchibanda, pour parler des avancées enregistrées au plan sécuritaire, notamment dans la traque organisée contre le groupe armé. Nous avons fortement appuyé, c'est nous, la France, nous avons travaillé ensemble pour donner ce mandat très fort à la MONUSCO pour la création du Force Intervention Brigade et pour enfin vraiment faire un effort contre les groupes armés pour mettre fin à ce conflit et pour retrouver, si vous voulez, la souveraineté de la RDC. Qui est clair, et c'est bien dans le mandat, c'est la décision du Conseil de sécurité, c'est que tous les groupes armés doivent finir les activités à l'est du pays. Alors, on a mis fin à la M23. Ça continue toujours contre l'ADF NALU et il faut, dès que possible, mettre fin à la FDLR aussi. Bien sûr, il y a ce processus de reddition, mais nous tenons que c'est toujours important d'avoir une option militaire contre la FDLR et ça reste toujours très important. Ici est de noter que la Grande-Bretagne et la France, en tant que pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ont appuyé de vive voix l'adoption de la résolution créant la force intervention qui est à l'œuvre sur le terrain. Dans le même chapitre, la reddition de FDLR ainsi que leur rapatriement au Rwanda et les questions sur le processus électoral ont été abordées le mercredi 4 juin au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies. Martin Kobler, les patrons de la MONUSCO qui a pris part à ces points de presse, a répondu aux questions de journalistes. Sylvie Fortuny-Mboula et Josiane Belebele. La force de la MONUSCO apporte son soutien logistique et sanitaire aux éléments de FDLR qui sont passés à la reddition le 30 mai dernier. Le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, qui salue cette initiative, appelle tout de même à la prudence des part et d'autres. Un groupe crédible, des combattants d'à peu près 100 personnes, mais il faut être prudent. Il faut être prudent. Ici, on a ceux qui disent, voilà, c'est seulement un moyen de retarder le processus parce que les FDLR, ils craignent les actions militaires, mais pour nous aussi, c'est toujours mieux d'avoir une reddition volontaire, une reddition pacifique et pas de lancer les opérations immédiatement. On a ceux qui disent, alors c'est une stratégie dilatoire. Moi, je crois qu'il faut donner le processus maintenant une chance de se développer, mais ça doit être très très clair. Et je le renforce ici, un peu de temps. Ça se compte en jours. Ça ne se compte pas en semaines maintenant, ça doit être vite. Martin Kobler a affirmé que la déclaration des envoyés spéciaux dans le Grand Lac sur la reddition de FDLR est claire. Ils en appellent à la complète reddition de combattants et hauts gradés dans les prochains jours, sinon ils continueront d'être passibles de l'action militaire des FARDC et de la MONUSCO et cela ne doit prêter aucune confusion ni contradiction avec la position des autorités congolaises.
Dans un autre registre, les envoyés spéciaux de la communauté internationale demandent à la CENI de publier les calendriers électoraux globaux allant des élections locales à la présidentielle, soit entre 2014 et 2016, selon le délai constitutionnel. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue mardi 3 juin au quartier général de la MONUSCO. Patricia Amouli. Lors de cette conférence de presse animée conjointement par Mary Robinson et les envoyés spéciaux de la communauté internationale et ceux de la région du Grand Lac, la question de la publication du calendrier global des élections a été évoquée. Nous avons soulevé la question des élections parce que on a déjà le calendrier pour les élections locales. Nous voulons vraiment avoir un calendrier global pour les élections jusqu'au mois de décembre 2016. Ces émissaires ont demandé aux politiques congolais de respecter la Constitution, surtout en ce qui concerne la crédibilité du cycle électoral. L'envoyé spécial de l'Union africaine, Boubacar Diarra, a aussi parlé de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et donc, un mécanisme régional de suivi a été mis en place, un comité d'appui technique a été mis en place au sein de ce mécanisme par les chefs d'État. Ce comité d'appui technique a travaillé sur des moyens de mise en œuvre concrète de l'accord. Et vous le savez, un plan d'action a été adopté. Des activités prioritaires pour que les populations, et particulièrement celles de Goma, épicentre de la crise, sentent l'impact de la mise en œuvre de l'accord sur leur vie quotidienne. Donc, ces activités prioritaires ont été adoptées. Et nous avons l'engagement de faire un compte-rendu de nos efforts, nous-mêmes en tant qu'envoyés spéciaux, au chef d'État au mois de septembre à New York. Rappelons par ailleurs que la délégation conjointe ONU, Union européenne, Union africaine, USA a quitté Kinshasa mardi 3 juin dans la soirée pour bien préparer le sommet qui va évaluer la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba par les pays signataires. Sachez également que la commission épiscopale Justice et Paix a lancé mercredi 4 juin pour 4 jours la formation de prêtres et acteurs divers de noyaux des dynamiques de femmes pour les élections en République démocratique du Congo. Ces séminaires vont former des formateurs qui, à leur tour, vont faciliter la compréhension de la population sur l'essentiel du processus électoral. Eric Isami pour le détail. Dans un processus électoral, l'électeur reste l'élément essentiel. Sa compréhension est donc nécessaire. À partir du mercredi 4 juin, la commission épiscopale Justice et Paix de l'Église catholique réunit des différents acteurs venus du Congo profond et des noyaux de dynamique de femmes pour la paix pour les former aux questions liées aux élections et à l'observation de ces différentes étapes. À travers son engagement dans le processus électoral, elle entend aiguiser la conscience du peuple et l'amener ainsi, en tant que souverain primaire, à prendre ses propres responsabilités dans la construction, reconstruction d'un Congo nouveau, toujours plus beau qu'avant. La CENI salue l'initiative et jette la lumière sur ce qui sera enseigné à ces acteurs de terrain durant 4 jours. Alors, en ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante, la Commission épiscopale Justice et Paix va consacrer 2 journées de réflexion sur le processus électoral. Ça va du cycle électoral et ses phases de vulnérabilité à la maîtrise un peu des questions relatives aux systèmes électoraux, mais aussi aux enjeux de l'heure, c'est-à-dire comment vont s'articuler les élections, pourquoi telle option et pas telle autre. Mais au finish, ça se passe dans le cadre d'un engagement de l'épiscopat congolais donc sur l'éducation électorale, mais aussi l'observation électorale. La CENI dirigée par l'abbé Malou Malou envisage d'organiser tous les scrutins du cycle électoral 2013-2016 en 3 ans. Ainsi, elle sollicite l'implication de tous.
Parlons à présent de la situation actuelle qui prévaut entre la RDC et la République du Congo. Les travaux de la 4e session de la Commission spéciale défense et sécurité RDC et République du Congo ont été sanctionnés par l'évaluation des accords qui lient les deux pays en matière de circulation et d'établissement de personnes et de biens. Ces assises ont été conduites par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyège et son homologue de la République du Congo, Zéphirin Mboulou. Nadia Koulinfouka et Damien Maungu. La crise causée par l'expulsion de nombreux ressortissants de l'RDC vivant au Congo-Brazzaville a été au menu de la réunion de 2 jours tenue à Kinshasa dans le cadre de la Commission spéciale défense et sécurité. Ces assises ont regroupé les experts du ministère de l'Intérieur de la République démocratique du Congo et ceux de la République du Congo. Au cours de cette 4e session, les experts ont présenté les rapports de leurs travaux qui a été approuvé par les ministres de 2 pays. Ensemble, ils ont passé en revue l'évaluation des accords qui lient ces 2 États en matière de circulation et d'établissement de personnes et de biens. Pour combler ce vide, susceptible de perturber les bonnes relations naturelles entre les peuples de nos 2 pays, tous les espoirs sont désormais fondés sur le projet de convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République démocratique du Congo, lequel vient d'être conclu par l'apposition des signatures au nom de nos 2 gouvernements respectifs. Je salue la volonté politique des gouvernements de nos 2 États. Je réitère mes vives félicitations aux experts de nos 2 pays qui se sont mobilisés pour fournir le meilleur d'eux-mêmes en vue de produire les résolutions susceptibles de recadrer les relations entre nos 2 États en termes de circulation et d'établissement de nos populations respectives. Après échange fructueux, les résolutions ont été prises, entre autres, la signature de la Convention portant circulation et établissement de personnes et des biens entre les 2 pays et ont recommandé sa ratification urgente par le Parlement de 2 rives. Au nom de la délégation que j'ai l'honneur de conduire, exprimer mes admirations à nos 2 chefs d'État respectifs, leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila Kabange, avons l'honneur de représenter, d'assurer la sécurité, non seulement celle de nos compatriotes, mais également celle des citoyens du monde, épris de paix qui ont élu Brazzaville et le Congo comme ville et pays de résidence. Les partis ont convenu de mettre sur pied une équipe mixte de la Commission spéciale défense et sécurité en vue d'examiner au cas par cas toutes les allégations en rapport avec les violations de droits de l'homme survenues au cours de ces expulsions. La prochaine session, la 5e, aura lieu à Brazzaville à une date qui sera communiquée par voie diplomatique. Et à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont voté mercredi 4 juin le projet de loi relatif aux commissaires aux comptes comptables et experts comptables en République démocratique du Congo. Éric Izami et Blaise Lunda. Les sénateurs ont voté mercredi 4 juin 2014 le projet de loi sur la réglementation de commissaires aux comptes comptables et experts comptables en République démocratique du Congo. Autant nous connaissons par exemple l'ordre de médecins, autant les sénateurs dans l'articulation de cette loi ont prévu la création et la mise en place de l'ordre de comptables en République démocratique du Congo. Ainsi voté à la Chambre haute du Parlement national, ce projet de loi doit l'être encore à l'Assemblée nationale et espérer l'envoyer à la présidence de la République pour une éventuelle promulgation. Cette loi vise entre autres à réglementer les travaux des comptables, experts comptables et commissaires aux comptes en vue de garantir un exercice efficace dans la branche comptabilité au sein de l'administration publique de l'État, les entreprises tant publiques et privées en République démocratique du Congo tout en étant en harmonie avec les différents traités internationaux ratifiés par le Congo-Kinshasa, cas de l'OHADA.
Sachez également que mercredi, au cabinet du ministère des Finances est consacré aux régies financières DGI, DGDA et DGRAD. Elles ont jusque-là collecté 310 milliards de francs congolais selon le compte provisoire du mois de mai 2014. Jean-Louis Miasukama. Les régies financières ont répondu à l'appel du ministre délégué des Finances comme tous les mercredis. Patrice Kitebi fait le point. Nous avions, un objectif de réalisation de 310 milliards. On est, un taux de réalisation de presque 95%, mais on a encore quelques journées complémentaires. On espère pouvoir atteindre l'objectif. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'exercice aujourd'hui nous a permis de constater, régie par régie et par rapport aux assignations cumulées à fin mai, quel est le niveau du gap. Sur la ligne pétrolier producteur, on se retrouve à peu près sur nos comptes. Et sur les 3 régies, il y a des gaps moins importants, par exemple en ce qui concerne la DGRAD, un peu plus important pour la DGDA. L'objectif est clair pour les régies financières, DGI, DGDA et DGRAD. Elles doivent réaliser pour le premier semestre 2014 les 100% des assignations. Rendons-nous en province. À présent, à Kolwezi, plusieurs routes sont asphaltées sur financement du gouvernement provincial du Katanga et d'autres sont en pleine réhabilitation, cas de la route 3Z dans la commune de Manika, long de plus de 10 km. L'asphaltage et la construction de canalisation sont là les travaux qui sont faits par la société chinoise Grec 7. Retrouvons à Kolwezi notre correspondant Marcel Maganza. Suivez. La révolution de la modernité dans le volet infrastructure évolue au rythme du 21e siècle à Kolwezi. L'équipe de l'entreprise chinoise Grexet, commise à la réhabilitation de la route 3Z de la cité Diour, travaille d'arrache-pied. Sur les chantiers, 3 groupes sont visibles. Le premier travaille sur l'érosion qui menaçait de couper 3Z en 2 et enclaver la cité Diour. À ce jour, les travaux sont effectués à plus de 70%, a confirmé le chef de chantier Alexis Niembo. À ce niveau-là, ils sont en train de fermer l'érosion qui est là. Il y avait trop, alors il faut qu'on mette les bises en fait qu'il y ait passage de véhicules. Le deuxième se focalise sur la construction des canalisateurs de la route nationale jusqu'au niveau de l'épée Kachala. C'est jusqu'au niveau de l'épée Kachala. Je ne sais pas, c'est là où il y a l'école, c'est là où on avait laissé trancher, c'est là où nous allons arriver. Et ici, c'est jusqu'à la route nationale? Oui. Et le troisième est sur la réhabilitation de la route où la première couche est mise sur plus de 2 km de cette autoroute. La fin des travaux reste incertaine. Alexis Niembo. Non, c'est dans l'avenir, mais c'est pas présent. Il faut qu'on termine d'abord toutes les surfaces, puis la suite viendra. Quand la deuxième couche? Il faut qu'on termine toute la route comme on avait commencé là-bas. Dès qu'on termine, c'est maintenant qu'on va mettre la dernière couche. C'est pas précisé. En justice, le tribunal militaire de garnison de Matete a rendu le lundi dernier son verdict sur l'affaire opposant le ministère public et les prévenus Vodia accusés de meurtre sur une mineure. Ces prévenus est condamné à mort pour ces forfaits commis. Sylvain Kapombo-Bosengele. L'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public au prévenu Vodia a été minutieusement examinée par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete. Sous la présidence du major magistrat Roger Gbéou, le tribunal a auditionné la République, partie civilement responsable, ainsi que le directeur de l'école de Kinsenso qui aurait tenté de violer une élève mineure de son école. Dans sa plaidoirie, le directeur d'école a confirmé que l'APJ Vodia avait tiré des balles sur la foule nombreuse après son arrestation. Lesquels coups ont atteint la nommée Bekombe Deborah, succombée sur place. Bien avant, le prévenu Vodia a catégoriquement nié les faits lui reprochés par l'organe poursuivant, notamment le meurtre. Mais le tribunal décéant s'est dit suffisamment éclairé sur le dossier après avoir entendu toutes les parties au procès. Dans sa conclusion, le prévenu Vodia était déclaré coupable de ce meurtre. Par conséquent, le tribunal, à la majorité de ses membres, a jugé bon de lui infliger une sanction pour les forfaits commis. La condamnation à mort ainsi que le paiement des dommages et intérêts, c'est le verdict du tribunal à l'endroit du prévenu. Selon la loi, 5 jours sont accordés à l'APJ Vodia pour interjeter appel.
C'est par cette actualité que nous mettons terme à ce journal. Merci de votre fidélité, mais je ne manquerai finir ce journal sans pour autant souhaiter bon anniversaire à Madame Demersinzob Mabiala, journaliste à la rédaction des informations d'Antena et présentatrice de l'émission Analyse. Au revoir.